Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour l'émission numéro 8, on fait le tour des grands dossiers de Masson-Angers. Bienvenue à Studio Libre. Je vois le visage de mon prochain invité chaque fois que je fais une dépense. Pas parce que j'ai son image dans la tête, mais bien dans mon portefeuille, parce que sa carte d'affaires sert à protéger ma carte de débit. C'est vraiment vrai. Donc, on accueille le conseiller de Masson-Angers à la Ville de Gatineau, M. Mario Aubé. Bonjour, M. Aubé. Bonjour, Sylvain, ça va bien? Oui, ça va très bien. C'est effectivement vrai. La dernière fois qu'on s'était rencontrés, vous m'aviez donné votre carte d'affaires et puis, je l'ai mis dans mon portefeuille et, ça sert à protéger ma carte de débit, de frotter contre le cuir et de s'abîmer. J'en ai une autre, ça fait un an, elle doit être usée, je vais vous en donner une autre. Sylvain, il n'y a pas de souci. Mais j'aimerais ça aussi que la Ville ait un citoyen à chaque fois qu'il tire sa carte pour faire une dépense. Ça pourrait peut-être rappeler, justement, on va en parler plus tard. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se passent présentement à la Ville de Gatineau, mais si je regarde, somme toute, à Masson-Angers, j'y habite, ça va bien. Il me semble qu'il n'y a pas grand problème qui attire l'attention des médias ou qui attire l'attention des citoyens, mais est-ce que je me trompe? Oui et non. Je vais commencer comme ça. Dans le sens, c'est sûr que si on va avec une problématique qu'on a vécue beaucoup, n'était pas nécessairement attribuable seulement qu'à Masson-Angers, mais c'était à la grandeur de la ville. C'est lorsqu'on a emmené en juin le changement aux matières résiduelles, la façon de les collecter. Une période de tolérance qui s'est faite pendant un mois, mais à partir le 26 juillet, je me rappelle encore de cette date, là, les messages ont commencé à entrer et ça se poursuit encore à ce jour, mais je dirais là, beaucoup moins. Mais ça en était une là, quand même. Là, au niveau des élus, là, dans le sens où le nombre d'appels que l'on a pu recevoir. Mais non, systématiquement, j'essaie de m'assurer que ça se passe bien. Et une chose à laquelle je n'ai jamais dérogé depuis que j'ai été élu en 2021, c'est chaque fois qu'un citoyen m'interpelle, soit qu'on m'écrit un courriel, qu'on m'appelle, qu'on me laisse un message via le bureau des élus, c'est que je rappelle immédiatement. Habituellement, à l'intérieur des 24 heures, j'ai toujours passé un coup de fil ou écrit à la personne pour communiquer avec elle, simplement pour comprendre souvent un peu plus, parce que des fois... lorsqu'on est rendu à appeler le conseiller, on a fait les démarches, le 3-1, puis on n'a pas eu encore de retour. Et des fois, c'est juste pour comprendre quelque chose. Et c'est un devoir que je m'étais donné en me lançant en politique. Et en ce moment, je peux dire que je suis fier de maintenir ce rythme-là, puis continuer de discuter avec les citoyens. Alors, quand des fois, il y a une petite problématique avant qu'elle devienne beaucoup plus importante, des fois, il s'agit de prendre le téléphone, jaser aux citoyens ou à la citoyenne, puis ça permet des fois de l'aligner au bon endroit. Puis on évite des fois justement que ça devienne un peu plus gros. Puis au niveau là, des poubelles cet été, et depuis cet été, ça a été le cas. Je pense que oui. Puis j'en ai fait, vous le mentionnez, j'en ai fait usage à quelques occasions pour des problématiques que j'avais détectées ou des questions que j'avais. Et puis, j'ai été... agréablement surpris de voir que vous répondiez. Je peux le certifier, pas parce que c'est moi, j'ai écrit en tant que simple citoyen habitant de Masson. Les gens sont surpris. Bien souvent, je montrais le nombre de courriels que je reçois ou juste en leur parlant, là, je réponds très rapidement. Puis, c'est vrai que c'était la base de mon engagement en politique, c'est de pouvoir... des fois, aider le citoyen dans une situation qui peut paraître complexe parce que le citoyen vit quelque chose pour la première fois. Des fois, on souhaite installer, je ne sais pas, je vais donner un exemple bien simple, une piscine, mais on n'a jamais installé de piscine. On n'installe pas 50 non plus dans une vie, nécessairement. Généralement, un ou deux. C'est ça. Puis des fois, on veut juste s'assurer on sait qu'on a besoin d'un permis, comment ça fonctionne. Il y a beaucoup d'informations en passant sur le site de la Ville de Gatineau quand on se donne la peine de bien chercher. Mais des fois, le citoyen, s'il prend le temps d'écrire à son conseiller ou d'appeler, lui doit le respect de lui retourner son appel, discuter avec le citoyen ou la citoyenne, puis pouvoir le démêler. Puis effectivement, vous avez raison, c'est vrai qu'on s'était parlé. Je me trompe pas, c'était pour de la neige. Oui, c'est pour la neige l'année passée. J'avais quelques questions. Et puis, vous m'avez même appelé au téléphone. Absolument. J'ai été surpris moi-même quand j'ai vu le nom. Je suis comme, oh mon Dieu, c'est qui? Je réponds.
C'est où, ça? Oui. OK, bonjour. C'est vrai que ça peut surprendre, mais c'est ma façon d'être. Je ne suis pas lancé en politique pour changer puis donner des grandes phrases, ce que j'appelle des phrases de politiciens. Je l'ai toujours dit, je suis terre à terre. Je travaillais dans les médias comme ça, à la radio. On allait, ces citoyens appelaient souvent le journaliste à la radio, c'est qu'il y avait une situation qui n'allait pas nécessairement. Là, on prend le temps de l'écouter puis savoir comment on pouvait régler la situation. Et je fonctionne de la même façon dans mon rôle, honnêtement. Là, je ne demande pas demain matin avec l'émission. Tout le monde appelle nécessairement. Alors, on a des mécanismes qui fonctionnent très bien. Le titre 3.1, c'est la première étape, évidemment, de faire les requêtes. Et pourquoi je dis ça, faire les requêtes? Ça me permet d'en parler, puis c'est très rare qu'on en parle de façon générale, mais souvent, je l'explique aux citoyens. C'est qu'advenant, peu importe la problématique, admettons qu'on a une problématique X, et qu'on ne fait pas de requête, qu'on appelle le conseiller, bien, le conseiller devra lui-même rentrer une requête au 3.1. Qu'est-ce que ça veut dire une requête? C'est que le conseiller n'appelle pas le col bleu, par exemple, pour régler une situation. Il y a un mécanisme, une chaîne, dont on fait le suivi. Donc, on doit le faire. Je demande aux citoyens de le faire. Pourquoi? C'est que si un jour, c'est pas réglé de façon convenable pour le citoyen, c'est lorsqu'on a fait une première requête, ça n'a pas fonctionné, on en enregistre une deuxième. Une fois que la date de résolution, elle est passée, ça veut dire la date pour vous donner une réponse ou réparer ce que vous nous avez demandé, bien, après avoir enregistré 2 requêtes, si ça ne fonctionne toujours pas, puis le citoyen est encore mécontent, par exemple, du service qu'il a obtenu de la part de sa ville, il y a l'Ombudsman. L'Ombudsman, c'est un service qui n'est pas politique, qui n'est pas administratif, mais qui est une belle porte de sortie pour le citoyen pour pouvoir expliquer sa situation. C'est un peu comme un juge qui est neutre, qui va prendre en charge le dossier. Puis après ça, le juge, l'Ombudsman, va rendre un jugement ou une réponse, c'est-à-dire est-ce que la ville a tort ou si le citoyen, c'est pas recevable, puis dans le fond, le citoyen, ça méritait pas comme on lui avait expliqué, par exemple, à la ville qu'on prenne son dossier en charge. Mais pour arriver là, ça prend minimum 2 requêtes au 3.1. Alors, c'est pour ça que j'encourage toujours mes citoyens, faites une requête, on va voir la réponse que le service va vous donner pour votre situation X, Y ou Z. Et ensuite, si ça ne fonctionne pas, la deuxième requête va suivre pour expliquer que la première n'a pas été résolue convenablement, du moins convenablement pour le citoyen. Et ensuite, bien, si ça ne fonctionne pas, bien là, il y a quelqu'un qui est neutre. C'est un petit peu comme ça que je fonctionne. Mais ça ne me dérange pas. Lorsqu'on m'appelle, souvent, je vais les guider, les gens, ou sinon, on va se retrouver dans des belles discussions. Puis souvent, on a réglé beaucoup de choses beaucoup plus facilement. Des fois, c'est juste pour une compréhension. Je vais vous donner un exemple. On parlait de ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Les lampadaires, des citoyens qui m'ont appelé, me dire, c'est normal, Mario? Ça fait depuis telle date, mettons que ça fait 2 mois et demi, j'ai demandé un changement de lampadaire, il fait noir sur la rue, il y a certains enjeux. Je l'ai vu passer, ça, d'ailleurs. Ben, la réponse, c'est normal que ça fait 2 mois parce qu'on est là-dedans, là, mais c'est pas normal que ça nous prenne autant de temps. Puis des fois, c'est du 3 puis du 4 mois. C'est que d'abord, problème électricien, des fois, c'est le matériel qu'on n'avait pas, il y a eu un retard. Mais juste de prendre le temps de discuter avec le citoyen pour lui expliquer plutôt que lui envoyer un courriel froid. Nous avons 4 mois de retard. À recevoir ça, un courriel comme ça, c'est comme... Pratiquement insultant. Le mot que je dirais pas, parce qu'on parle devant un micro, mais de ville, de Gatineau, c'est ça, hein, vous comprenez? Et ça évite de faire ça. Des fois, on l'explique, je vous explique, je suis pas content, moi non plus, des fois, que j'ai un parc dans le district. Ça va faire 4 ans qu'on attend pour de l'éclairage. Le parc Gérard Marchand. Oui. Encore à ce jour, les lumières, pour avoir un meilleur éclairage, ne sont pas changées. Le projet a évolué. Au début, on voulait peut-être rajouter un poteau, du filage, tout ça pour avoir un meilleur éclairage. On nous a dit, lors d'une visite sur le terrain avec des ingénieurs, la direction territoriale, quand je voyais que ça avançait pas en février dernier, on a regardé, on a dit peut-être que le nouveau type d'ampoule va permettre d'avoir un éclairage suffisant correctement. Je dis parfait, pas de problème. Si c'est juste ça, les citoyens sont contents, l'association de quartier est contente. Je suis sur place, il fait à peu près moins 35 dehors cette journée-là. Je suis content parce que j'ai réussi à emmener l'administration sur le terrain pour regarder avec notre association de quartier. On regarde ça, on me dit ça, on va vous revenir, mais on pense qu'on peut y aller. Aujourd'hui, on est quoi? En automne? Ouais. C'est toujours pas réglé en vue de l'hiver prochain pour la patinoire. Ça vient m'enrager comme élu. C'est pas normal que ça prenne autant de temps que ça. Non. Par contre, on a fait les choses correctement, mais c'est comme ça que je veux dire, je discute avec ces gens-là pour leur expliquer. Des fois, on a beau cogner à certaines portes, il y a un certain mécanisme, mais là, quand ça marche pas,
J'en parlais d'ailleurs au dernier conseil municipal. Écoutez, après tant de temps, à un moment donné, changez les ampoules. Là. Oui. Puis c'est un petit peu notre travail aussi. Oui. On a parlé, des vidanges. J'en avais parlé aussi avec le conseiller de Buckingham aussi, M. Leclerc. Et donc, il y a un autre aspect à la ville de Gatineau qui m'intéresse particulièrement, c'est le développement. Le développement, immobilier. À Masson-Angers, du côté de Masson, c'est un petit peu plus calme au niveau du développement, dans le vieux Masson où je reste. Mais du côté d'Angers, ça débloque. Et assez rapidement, merci, on voit des tours à condos qui se construisent, beaucoup de choses qui se construisent. Mais là, il est arrivé une petite chose la semaine dernière qui m'inquiète un peu. Oui. C'est l'histoire de la rétribution que les constructeurs devront faire pour certains projets du côté de Aylmer et du plateau. Bon, je me dis, est-ce que ça va être exclusif à Aylmer ou au plateau ou est-ce que c'est juste comme un genre de projet pilote qui va immigrer dans les autres quartiers de Gatineau? Parce que ça devient un enjeu vraiment principal quand on pense à la pénurie de logements. Est-ce que les logements vont augmenter? Les maisons vont incessamment augmenter. Ce qui m'a tiqué aussi un peu, c'est l'aspect diversification des revenus. Quand on pense que c'est finalement le citoyen en bout de ligne qui va payer cette taxe-là, comment est-ce que vous voyez ce nouveau programme de la ville pour aller chercher plus d'argent pour les infrastructures? D'ailleurs, on en a un compte infrastructure là, sur notre compte de taxes quand on fait refaire notre rue, par exemple. On paye un certain montant. Mais est-ce que, justement, c'est en faveur du citoyen? Je mets des doutes. Oui, c'est très, très, très large comme question pour en faire une émission complète. Là, on vous parle des redevances de développement, bien sûr, qui a été largement discuté. Juste peut-être pour expliquer, il y a du développement à Masson aussi. Là. Oui. C'est qu'en ce moment, il n'est pas encore tout à fait levé de terre, mais avant que les projets lèvent de terre, je pense dans le secteur de l'Encan, notamment, il y a des terrains dans ce secteur-là. Si vous êtes allé, l'ancienne salle de quilles là, sur la rue Georges, il y a un projet complet qui se développe là. On est rendu à la phase 3, 4, 5. Il va y avoir une 6e phase éventuellement. Alors, oui, il y a de la construction aussi dans Masson. Il y en a dans Angers, qu'on voit tout près de la future maison des aînés. Il y a un autre 250 portes dans ce secteur-là. C'est des nouvelles rues, Papetière, Débuscage, notamment Bexy, qui a été prolongé pour ce projet-là. Alors, on le voit peut-être là différemment. L'autre, c'est parce que c'est dans une petite rue en arrière. On le voit moins à partir de la rue Georges, une rue principale. Il y en a. Cependant, pour ce qui est des redevances de développement, c'est pas simple de se pencher sur ce dossier-là puis de prendre une décision qui est vraiment toute noire ou toute blanche. Il y a une zone grise. Puis honnêtement, à un moment donné, il faut aller avancer, il faut prendre le vote. Pour comprendre comment on s'en va par là, puis moi, je ne suis pas le plus en faveur de ça nécessairement, mais à un moment donné, on pense, quand on prend décision pour nécessairement le bien d'une ville. Par contre, il faut remonter au plan financier à long terme, qui a été présenté à la ville de Gatineau. Il y en a eu un premier en 2010, la première fois, puis en 2022, on est revenu avec un nouveau plan financier à long terme. Ce sont des gens qui trouvent notamment de nouvelles sources de financement pour les villes. Ça a été adopté à l'unanimité par l'ensemble du conseil à ce moment-là. Et un des éléments à l'intérieur de ce plan financier à long terme, ce que c'est sur 10 ans, on voit la ville, qu'est-ce que vous pourriez faire pour aller chercher des sous, par exemple, à l'extérieur de la seule taxe foncière, parce que personne n'aime ça quand on envoie les coupons de taxes, puis on vous dit, vos taxes ont augmenté j'arrive avec un chiffre de 6 %. Ce que vous allez faire, ce que les citoyens vont faire, au lieu d'appeler au 3-1, ils vont appeler le conseiller directement, puis je vais devoir leur répondre un par un. Et c'est tout à fait normal. On l'a vécu avec le rôle d'évaluation, qui était plutôt l'offre et de l'amende. C'était pas une décision de la ville l'année d'avant. Une fois que j'ai dit ça, la redevance de développement, c'est une des options. Puis je fais très attention parce que ce que je dis, je ne suis pas la personne la plus vendue à
à cette nouvelle façon de faire là. Il y a des infrastructures qui arrivent en quelque part en cours de route, en cours de cycle de vie pour une ville dans l'ouest, ce qui a été ciblé, tout ce qui est techniquement tout ce qui est Hull-Elmer, là, à partir de l'ouest du boulevard Saint-Raymond, écocentre, caserne de pompiers et l'élargissement de Vanier. Je ne devrais pas l'oublier, c'est quand même très, très important. Ce qui a été jugé, c'est que tout ce bassin-là, ces trois éléments-là vont leur servir. Donc, ça sera à la porte. Le calcul est très complexe à faire, mais essentiellement, je résume ça, c'est 4 000 $ la porte. Donc, toute nouvelle construction, à part les centres de la petite enfance, à part du logement social, du logement abordable, institutionnel ou autre. Là, on parle d'une résidence normale ou un édifice à condo. Ben, ça sera appliqué à l'obtention du permis pour la croissance. Ceci dit, à l'autre côté de la médaille, ça veut dire que pendant qu'on fait ça, on ne crée pas du logement abordable. Parce qu'un développeur ne va pas le payer de sa poche en faire un cadeau à la ville. Il ne donnera pas 4 000 $ par poche. Pense pas. Et ça, c'est le côté que moi, je comme... À un moment donné, le développeur, on ne le pénalise pas nécessairement, mais qu'est-ce qu'on fait? On pénalise nos citoyens qui, eux, vont se faire refiler la facture, que ce soit comme locataire ou comme propriétaire du futur condo ou de la propriété au complet. Alors, faites le calcul rapidement. 250 portes, 4 000 $, c'est 1 million de plus pour construire le bâtiment. En bout de ligne, le million, ce qu'un promoteur va faire, il va le mettre sur sa marge de crédit le temps de lever le bâtiment, mais quand il va revendre ses unités une à une ou les louer, le prix va être dedans. Bien sûr, cependant, ce n'est pas sur la taxe générale de l'ensemble de la ville. Donc, actuellement, pour mes citoyens à Masson-Angers, sur ces projets-là, ça ne leur coûtera pas une scène de plus quand on va recevoir, en 2025, le nouveau compte de taxe. Alors, j'ai dû me mettre ça comme ça dans la tête pour en arriver à me prendre une décision sur les projets dont on parle actuellement. Première phase. Tantôt, vous avez dit, est-ce que c'est un projet pilote? On l'essaye, puis ça ne marche pas. Je ne suis pas sûr que c'est un projet pilote, parce qu'une fois que c'est inculqué, probablement que c'est dur après ça de revenir en arrière puis de dire, finalement, on n'aura plus ce genre de taxe-là, on revient en arrière, on a des remboursements, mais on va augmenter la taxe parce qu'elle n'aura pas le choix. On est rendu 4 % de plus que les X nombre de pourcents. Fait qu'une fois que c'est parti, c'est parti. Cependant, effectivement, il y aura sans doute d'autres enjeux en infrastructure. Ça fait longtemps que je le dis dans notre secteur, notamment dans l'est de la ville, où on aura des besoins. Il y aura de nouveaux territoires de dessiner et les gens qui vont habiter le territoire touchés, les nouveaux, du moins, viendront ajouter, en fait, payer cette redevance. Une question qui, normalement, n'aurait pas dû en être une, mais juste à cause d'une spécification que la Ville a donnée l'année passée, j'ai été surpris de voir en passant sur le chemin de Montréal-Est, l'ancien Fernsport qui est au coin de la rue du Quai, être à vendre. Je me suis dit, je suis allé voir l'affiche, comme on demandait des compagnies, et là, je me suis dit, de un, l'affiche dit, ouvert au développement immobilier. Je me suis dit, peut-être, on pourrait faire des logements. Il y en avait déjà à l'époque, si je ne me trompe pas, à voir l'architecture de la chose. Mais je me suis dit, cette bâtisse-là est sérieusement hypothéquée avec le temps, avec le laisser-aller. On l'a maintenue, mais si on la regarde... j'aimerais pas être l'architecte qui va détruire et aller sonder la structure de la bâtisse. Ce que je me demande, c'est que là, elle a été déclarée patrimoniale. Si, par exemple, un architecte arrivait et disait, ou un ingénieur arrivait et disait, cette structure-là n'est pas viable. Si on la... elle tient là, mais si on enlève, si on commence à enlever des choses pour la refaire, ça ne se tiendra pas. Qu'est-ce qui arrive avec un bâtiment comme ça, qui est déclaré patrimonial, et qui se retrouve dans un état de vétustude qui ne permet pas de le remettre en fonction. Donc, selon les normes, évidemment, actuelles.
Ben, en fait, pour Masson-Angers, c'est le bâtiment. Tu sais, il y a eu la gare aussi à Masson qui est triste, qu'on a perdu avec le temps. Je ne souhaite pas que la même situation arrive. C'est exactement ce que je pensais. Je ne savais pas le nombre de fois que je l'ai répété dans des discussions qu'on protège ce bâtiment-là parce que la famille Magasin Daou, Magasin Général, avant que ça devienne le Fern Sport, c'est l'image du vieux Masson, ça, avec nos cheminées d'équilibre. Effectivement, oui, effectivement, l'entrée par l'arrière, quand les gens arrivent de l'Ontario ou de Montréal, par le chemin de Montréal, tout le monde voit ce bâtiment-là. Tout le monde me parle de ce bâtiment-là. À la question, qu'est-ce qu'on fait? À chaque fois qu'il y a un projet qui est soumis, on en voit beaucoup dans le Vieux-Hall, avec notamment plusieurs maisons qui ont été construites après le Grand Feu ou autour de ça, là, dans les années 1900. La Maison Lumette, c'est des exemples parfait pour parler de ça. Il y a des rapports d'ingénieurs en structure. La structure, des fois, l'esthétisme a été atteint. C'est-à-dire, on voit des fenêtres cassées, là, puis là, je trouve ça tellement malheureux. Des gens qui ont probablement lancé des projectiles, des roches ou autres, les fenêtres sont cassées. Le propriétaire a dû barricader ses fenêtres au niveau là, du sol parce que des gens qui entraient à l'intérieur et puis il y a des bris qui se sont faites, mais un propriétaire n'est pas à côté de chacun de ces bâtiments pour les surveiller. Alors, c'est malheureux. Puis je trouve ça vraiment triste, ceux qui s'en prennent à ces bâtiments-là, qui dégradent, qui détériorent, particulièrement lui, parce que je tiens à cœur, c'est à Masson. Mais il y a des ingénieurs en structure qui sont spécialisés là-dedans. Comment on refait ça? L'important, c'est que ça soit encore solide et que ça tienne. Il y a des cas qu'on a vus dans le Vieux-Hall où on a l'impression que ça va tomber du jour au lendemain. On a eu des gros débats. J'ai été moi-même au cœur de ces débats-là pour dire, écoutez, à un moment donné, là, passons à autre chose. Pour certaines propriétés qui, une fois qu'on voit la structure, OK, autoriser le permis de développement. Dans ce cas-ci, on parle d'une structure patrimoniale, donc il y aura des études au niveau du patrimoine, ça c'est déjà fait. Le dossier, il est complet, il y a des subventions qui existent pour retaper. Je sais que le propriétaire, dans les dernières discussions que j'avais avec lui, avait des projets, mais pour rendre à terme un projet, les gens me disent, on peut-tu faire quelque chose avec ça à la ville? La ville, c'est pas le bâtiment, donc la ville l'aime beaucoup, le bâtiment. En fait, on peut pas, je peux pas aller à votre maison et dire on s'en vient faire un projet. Dire, vous êtes chez nous, c'est ma maison. C'est un peu la même chose, en moins de l'acheter. Mais là, on est ailleurs, on est dans un autre projet. Donc, il y avait des projets, mais pour les mettre, il y a des coûts à ça. Est-ce qu'on souhaite aller de l'avant? Il y avait déjà eu une idée avant même que j'arrive en politique, mais ça ne fonctionnait pas. L'idée tombait à l'eau. Comme propriétaire, des fois, on a d'autres options. On possède un parc immobilier ou on possède certaines propriétés. On souhaite les transformer un jour. Là, malheureusement, heureusement, peu importe, là, j'ai vu que c'était été disposé, c'est mis à vendre. Un prochain propriétaire va pouvoir l'acquérir et peut-être déjà avoir une idée sur la table pour transformer le bâtiment ou du moins le remettre en état. Mais parce que c'est un bel endroit, mais on ne peut pas faire tout ce qu'on veut à cet endroit-là non plus. Et aussi, il ne faut pas oublier, il faut rentabiliser. Il n'y a pas... Ça, souvent, c'est la chose que je réponds comme élu le plus souvent aux gens qui nous disent, faites ceci avec cela, par exemple. Ouais. Et moi, je réponds toujours, OK, mais à quel coût? Si c'était vous dans la même situation, puis que ça vous appartenait, il est payé le bâtiment, puis on vous dit, transformez-le. Quand on parle d'un bâtiment patrimonial, on ne peut pas prendre n'importe quel matériau. On ne peut pas aller au Rona, à Masson, puis dire, OK, on prend ce bois-là, une feuille de gypse, puis de la mélamine, on fait ça. On doit aller dans des matériaux de classe spécifique pour les bâtiments qui ont un coût supérieur, on s'entend. Oui. Et on ne peut pas faire ce qu'on veut non plus avec certains bâtiments en raison de la réglementation. Donc, lorsque je pose la question, si vous étiez propriétaire, est-ce que vous auriez aussi les sous pour faire... Là, ça le coûte discours, de l'argent, là. En fait, le discours, des fois, se replace, puis OK, je comprends un petit peu plus pourquoi. Puis après ça, c'est une question de timing. Quelqu'un qui construit ou qui rénove quelque chose, il fera pas ça à coup nul ou pour remettre de l'argent sur la table pour que les citoyens soient super contents de voir le bâtiment. Ça doit rapporter en quelque part. Il ne faut jamais oublier ça dans l'équation lorsqu'on transforme une propriété ou un terrain ou autre. Il y a une question de rentabilité en bout de ligne. Il n'y a personne qui... Si on vous disait à tout le monde, vous allez travailler demain matin, mais en plus de travailler, vous nous redonnez... votre salaire en fin de journée, puis 15 pièces de plus. Mais là, pourquoi j'irais travailler? Ça va me coûter quelque chose pour aller travailler? Non, tout le monde qui travaille mérite son salaire.
Puis, c'est comme ça que tout le monde, les humains, gagnent leur vie. Alors, la personne qui transforme des bâtiments ou construit un bâtiment, ben, quelque part, doit avoir un projet qui, au final, va quand même lui rapporter. Puis, espérons, comme communauté aussi, ça va nous rapporter. Oui, c'était l'enjeu principal que je me posais comme question. Qui va vouloir mettre de l'argent là-dedans à hauteur pratiquement même... à vue de nez, là, pratiquement même du prix demandé. Là. C'est pratiquement du simple au double. Pour remettre cet édifice-là en état, on sait, on connaît le prix des matériaux, justement, vu que c'est classé patrimonial, on ne peut pas aller n'importe où. J'en ai rénové des maisons patrimoniales et c'est quelque chose. Si je peux me permettre d'expliquer quelque chose. Des fois, c'est ça, c'est qu'on nous dit comme ville, hein, vous devriez faire quelque chose avec tel bâtiment. Dans ce cas-ci, là, on parle d'un bâtiment que tout le monde connaît. Mais je fais une petite parenthèse. Les cheminées d'équilibre de chez Evolugen, qui est juste l'autre côté de la rue, que tout le monde connaît. Là. Oui, absolument. Le nombre d'appels que je reçois, vous devriez peinturer ça, vous devriez mettre le logo de la ville de Gatineau, vous devriez faire ça. Ça vous appartient. Ben, c'est ça. Mais j'ai déjà eu ces discussions-là avec l'entreprise, qui est une entreprise qui travaille super bien avec la ville, dans l'est de la ville, avec nous, les élus. On travaille sur le sentier de la Lièvre-Ouest actuellement, puis c'est les terrains qui leur appartiennent. Oui. Il y a une super belle entente. On en a parlé à un moment donné. Ben, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Les gens disent souvent on devrait les repeinturer, mais ça appartient pas à la ville. C'est pas la ville qui peut le faire nécessairement. Et en passant, c'est un coût de millions de dollars parce que c'est un tel type de peinture particulier. On peut pas. Encore une fois, je peux pas retourner à la même quincaillerie que je disais tantôt, acheter de la peinture pour faire ça en un week-end. Là, vous comprenez? Non. Il y a des classes comme ça, puis il y a des coûts qui viennent à ça. Tout un coût dans la vie pour n'importe quoi. Que ce soit un citoyen pour ses propres choses ou une ville pour, évidemment, d'autres choses, tout simplement. Au niveau de l'asphaltage, on a un petit peu de temps pour en parler. Donc, comment ça se passe? Combien il nous reste de temps? À peu près 1 minute. On pourrait faire une émission là-dessus, je comprends. Bien, je vais vous dire une chose que je suis vraiment et agréablement surpris. D'abord, Georges, c'est terminé, là, enfin. Ça fait longtemps, là, dans Masson, on voulait ça, puis on a même fait une petite portion dans Buckingham également. Mais la rue de Fleury, dans Angers, c'était la rue avec la pire cote de toute la ville, une cote PCI de 3 sur 100. Ça fait 3 ans que je demandais de faire ce petit bout de rue-là, même pas 1 kilomètre. Finalement, il est fait, je suis bien content. Et le prochain que je m'attaque, le Laurentide, on est aux plans et devis. Alors, j'espère que d'ici 1 à 2 ans, on pourra rouler sur de l'asphalte neuf. Oui. Bien, ça, on va voir ça peut-être aux prochaines élections. Petite question comme ça, pas obligé de répondre. Est-ce qu'on va voir Mario Aubé sur un bulletin de vote pour les prochaines élections? Il faut être sûr que oui. Oui, je ne me suis pas lancé pour 4 ans, je suis lancé pour au moins minimum 2 mandats. Alors, je serai sur le bulletin de vote, assurément. Bien, merci beaucoup encore une fois, M. Aubé. Et puis, à la prochaine, puisqu'on va se voir pour peut-être une couple d'années. Un plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition numéro 8 de Studio Libre. Aujourd'hui, mon invité Mario Aubé, conseiller à la Ville de Gatineau pour le secteur Masson-Angers. Eh bien, je le remercie et je vous rappelle que toutes nos émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube. On a également notre groupe de discussion Facebook TVC Basse-Lièvre, entre parenthèses, officiel, pour avoir des nouvelles au quotidien de ce qui se passe ici à la TVC. Et moi, je vous remercie encore une fois et on se retrouve pour une prochaine à Studio Libre.